Imaginez que chaque Français soit une bulle. Si l'on redimensionne ces bulles selon le patrimoine, la réalité qu'on découvre est assez surprenante. Les 10% les plus riches possèdent 163 fois plus que les 10% les plus pauvres. Pourtant, leurs revenus ne sont que 4,7 fois supérieurs. La moitié des ménages français disposent d'un patrimoine net supérieur à 125 700 euros, soit près de 20 000 euros de plus que la médiane allemande qui s'établit à 105 700 euros. Mais cette même moitié détient en fait 92% de la masse totale du patrimoine en France. Comment expliquer cet écart? Grâce aux données de l'INSEE, de la Banque de France et de l'Observatoire des inégalités, j'ai pu retracer la réalité financière des 7 classes sociales françaises. Si vous vous retrouvez dans une de ces classes, je vous donne aussi les clés concrètes pour passer à la classe supérieure. Toutes les sources que je vais citer dans cette vidéo se trouvent dans la description. Dans le patrimoine des Français, on retrouve sans surprise une majorité d'immobilier, puis des actifs financiers, puis des actifs professionnels et des biens durables. Mais 14,4% des Français, soit plus de 9 millions de personnes, ont un patrimoine quasi nul. Avec un revenu inférieur à 1 216 euros par mois, ils vivent sous le seuil de pauvreté nationale. Avec ce budget, ces ménages peinent à couvrir leurs dépenses essentielles. L'épargne, c'est un luxe à ce niveau-là. Même si les soins médicaux sont en théorie pris en charge par la couverture maladie universelle, en pratique, ils sont différés faute de moyens pour avancer ces sommes. Et ça détériore la santé. Donc, in fine, ça détériore l'employabilité. En France, 12,7% se trouvent en situation de privation matérielle, un taux qui stagne sur les 10 dernières années. Autrement dit, ils ne peuvent pas correctement chauffer leur logement, n'ont pas forcément de voiture, ne prennent pas de vacances et n'ont parfois pas accès à Internet. Nombre de ces ménages précaires sont endettés, voire en surendettement. Ce surendettement est souvent dû à des crédits à la consommation, de découvertes bancaires ou à des factures impayées. Mais alors, comment s'en sortir? La priorité absolue, c'est un emploi stable ou une formation qualifiante. Il faut faire valoir tous ses droits aux prestations sociales et se rapprocher des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle. De plus, la mise en place d'un budget strict est non négociable. Dès que possible, épargner ne serait-ce que 10 euros par semaine sur un LEP, le livret d'épargne populaire, permettra d'éviter les découvertes bancaires qui coûtent très cher. En cas de situation critique, des options existent. Par exemple, négocier des plans d'apurement de dette ou saisir la commission de surendettement. Lorsqu'un ménage de cette catégorie arrive à trouver un emploi stable, même au SMIC, il peut sortir la tête de l'eau, planifier ses dépenses et peut-être même épargner. C'est le premier pas vers la stabilité. Les ménages juste au-dessus du seuil de pauvreté disposent d'un revenu entre environ 1 200 et 1 800 euros par mois pour une personne seule. Mais à ce niveau-là, il ne faut pas se leurrer. Même si la situation est moins précaire, le niveau de vie reste faible. Les dépenses courantes sont couvertes, mais l'épargne reste un événement ponctuel plutôt qu'un automatisme. Leur patrimoine net moyen tourne aux alentours des 26 500 euros. À l'intérieur, on retrouve des comptes courants et des livrets plutôt que des investissements. Si ces ménages ont un crédit en cours, il s'agit souvent de crédits auto ou de dettes de consommation qui absorbent une part notable du patrimoine. À noter que la plupart sont encore locataires de leur résidence principale. Lorsque j'analyse les patrimoines de personnes de cette CSP sur la chaîne, plusieurs thèmes reviennent en boucle pour le passage à la prochaine classe. Pour passer un cap, ces ménages doivent tout mettre en œuvre pour arriver à épargner automatiquement une petite fraction de leurs revenus chaque mois. L'objectif, c'est de se constituer un matelas de sécurité de 3 à 6 mois qui leur permettra de dégager du temps afin de prioriser l'éducation. D'abord la formation professionnelle afin de prétendre à des salaires plus élevés, puis l'éducation financière pour comprendre les mécanismes d'investissement boursier et immobilier. Si vous regardez cette chaîne, c'est déjà un excellent début. Avec un revenu disponible un peu plus élevé, l'investissement devient possible et donc l'accès à la classe moyenne. On entre à présent dans le monde très connu de la fameuse classe moyenne. 30% des Français vivent dans cette réalité. Ce mot fourre-tout représente toutes les personnes dont le niveau de vie se situe autour de la médiane nationale, soit environ 1 980 euros par mois net d'impôts. La situation est financièrement stable, ils parviennent à couvrir leurs charges courantes et à épargner à un taux proche de la moyenne des Français, soit aux alentours des 16%. Le patrimoine de la classe moyenne française se situe autour de la médiane nationale, soit 177 000 euros bruts. Vous vous en doutez, l'élément central de ce patrimoine, c'est une résidence principale acquise ou en cours d'acquisition. Cette résidence principale, ou RP, a quasiment toujours été achetée à crédit. Le reste du patrimoine est détenu sur des livrets sécurisés, comme le livret A ou le LDDS, et c'est bien cela la différence avec la catégorie aisée. Les classes moyennes ont souvent une épargne d'une prudence démesurée. C'est quelque chose que j'ai beaucoup vu dans les analyses de patrimoine et les statistiques le confirment. Par exemple, peu d'entre eux investissent en bourse via un PEA. Cela s'explique souvent par une absence d'éducation financière qui va faire que les investisseurs ont peur de la volatilité et donc de la variation des prix. En investissant en bourse, les classes moyennes peuvent s'exposer à la puissance des intérêts composés et accéder à la classe supérieure en quelques années sans nécessairement augmenter leurs revenus. Enfin, on peut noter que certains de ces ménages ont aussi une capacité d'emprunt. Cette capacité leur permet d'envisager l'immobilier locatif grâce à l'effet de levier du crédit. Si vous êtes curieux d'en apprendre plus sur ce sujet, vous êtes au bon endroit.
En France, les ménages aisés affichent des revenus individuels supérieurs à 2 940 € net par mois. À titre de comparaison, aux États-Unis, un foyer dit à haut revenu perçoit plus de 7 600 $ net d'impôts tous les mois. Dans cette catégorie, on va retrouver des cadres, des commerçants et des entrepreneurs à la tête de petites sociétés. Leurs revenus du travail sont parfois complétés par des loyers d'un bien locatif ou les intérêts et dividendes de leurs investissements. Mais ces derniers restent encore très secondaires par rapport à leur salaire. Leur situation professionnelle est stable et il y a souvent deux revenus au sein d'un foyer. Ils bénéficient aussi d'une progression de carrière claire qui fait croître leurs ressources au fil des années. Même si les ménages aisés sont plus éduqués financièrement, la place de l'immobilier dans leur patrimoine demeure prédominante. Ce patrimoine s'est constitué par accumulation d'épargne et éventuellement grâce à des héritages. Le remboursement du crédit de la résidence principale est généralement bien entamé, voire terminé. Les ménages aisés disposent d'une marge de manœuvre financière assez importante qui leur permet d'investir tous les mois. En fonction de leur éducation financière, ils sont plus ou moins susceptibles de posséder un portefeuille boursier. Beaucoup d'entre eux atteindront au moins le million d'euros de patrimoine au cours de leur vie professionnelle. À ce stade, il n'y a plus d'excuses pour ne pas s'intéresser à la gestion de ses finances. Avec ce niveau de revenu, il est indispensable de comprendre les différentes enveloppes d'investissement, les classes d'actifs et surtout de vous poser les questions sur vos objectifs. Si l'on compare cette classe à la classe moyenne, leur revenu n'a été multiplié que par 1,5. Le patrimoine, lui, a été multiplié par 4. Faut-il mieux avoir un PEA, un PER, une assurance vie ou les trois à la fois? Faut-il investir dans l'immobilier physique ou la pierre papier? Faut-il démembrer ou louer pleinement? Comment fonctionne le LMNP? Si vous êtes dans cette CSP, vous pouvez commencer à vous demander si l'assurance vie est une enveloppe pertinente pour vous. L'assurance vie, c'est simple, c'est l'enveloppe d'investissement préférée des Français. Le problème, c'est que la plupart des contrats sont bourrés de frais. Frais de versement, frais de gestion, frais de contrat, frais de support, frais d'arbitrage. C'est un véritable millefeuille indigeste auquel vous allez faire face. Combinés, ces frais peuvent vite atteindre plus de 3% par an pour les acteurs traditionnels comme les grandes banques. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez, 3% par an, c'est près de 60% de manque à gagner sur 30 ans. C'est exactement pour cette raison que j'ai lancé un contrat d'assurance vie avec des frais bas. Les frais de gestion commencent à 0,99% et évoluent en fonction de votre abonnement Finari. C'est simple, ce contrat, c'est l'un des moins chers sur le marché pour la gestion profilée. Et en prime, vous bénéficiez d'un boost de 1,6% net sur les fonds en euros pour les années 2025 et 2026. Ce boost est valable pour tous les investissements hors versement programmé jusqu'au 31 juillet 2025. Et pour les fans de gestion libre, cette dernière arrive bientôt avec des frais encore plus bas et surtout, si vous souscrivez à une gestion profilée aujourd'hui, vous pourrez bien sûr passer à la gestion libre lorsqu'elle sera disponible. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran afin de démarrer l'ouverture de votre contrat. En France, les riches, au sens statistique du terme, ont des revenus disponibles au moins 2 fois supérieurs à la médiane nationale. C'est le cas d'environ 4,7 millions de personnes, soit 7,4% de la population française. Si vous avez suivi la vidéo, ça fait 4 000 € par mois. Ici, on retrouve des cadres supérieurs en fin de carrière, des dirigeants de PME prospères, des professions libérales de renom et bien sûr, des héritiers. Ces derniers bénéficient, en plus de leur salaire, de revenus du capital qui peuvent être très importants. Ces ménages n'ont aucune contrainte financière dans la vie quotidienne. Ils peuvent s'offrir une belle résidence principale, payer des études de qualité à leurs enfants, partir en vacances plusieurs fois dans l'année, tout en continuant à investir. Pour être considéré riche en France, il faut avoir un patrimoine minimum de 716 300 € bruts. Alors oui, il reste des emprunts à emprunter, mais ces derniers sont utilisés de manière stratégique pour de l'investissement et demeurent relativement modestes par rapport aux actifs. Un fait frappant est que par rapport aux ménages simplement aisés, les riches délaissent davantage l'immobilier pour des actifs financiers. Du fait de leurs revenus confortables, leur tolérance accrue au risque les encourage à aller chercher plus de rendement sur les marchés financiers. Ainsi, leurs patrimoines financiers sont conséquents, diversifiés et parfois sophistiqués. On retrouve aussi pour la première fois du private equity dans les patrimoines. Si vous suivez la chaîne, vous savez que les tickets d'entrée peuvent être très élevés. Pour passer au niveau supérieur, il faut commencer à optimiser. Il va falloir structurer le patrimoine via des holdings ou encore des SCI, mais aussi optimiser la fiscalité, notamment l'impôt sur la fortune immobilière et surtout la transmission aux prochaines générations. Mais passer de riche à très riche implique une accélération de la croissance du patrimoine. Cette classe peut se permettre de prendre plus de risques sur une petite partie du patrimoine. Ainsi, ils peuvent investir dans des actifs un peu plus risqués comme la crypto ou des actifs non cotés. En cas de perte sur ces investissements, le patrimoine, lui, n'est pas mis en danger. Pour passer dans les 1%, il y a deux grandes options. 1. Vous avez investi dans une valeur ou un actif qui explose, c'est plutôt rare. Ou 2. Vous créez une entreprise et grâce aux dividendes ou à la vente, vous devenez un top 1%. Pour entrer dans le top 1% des ménages français, il faut avoir un patrimoine brut d'au moins 2,2 millions d'euros. Mais en moyenne, le top 1% détient en réalité plutôt 4,9 millions d'euros de patrimoine brut.
À lui seul, ce groupe détient près de 15% du patrimoine total des ménages. Cet écart se creuse toujours plus depuis 2003. Ici, on retrouve des entrepreneurs, des PDG et des héritiers. Les héritages reçus par le top 1% s'élèvent en moyenne à 4,2 millions d'euros net. En comparaison, un héritage médian, lui, s'élève à seulement quelques dizaines de milliers d'euros. Le train de vie des 1% est luxueux, bien haut de gamme, voyages fréquents, éducation onéreuse pour les enfants. Entrer dans le top 1% requiert un revenu disponible qui commence à environ 7 000 euros par mois. Passer un certain seuil de richesse, ce n'est plus le salaire qui fait la différence, mais bien la valeur du patrimoine, qu'il soit professionnel ou non. Ce dernier va générer des dividendes, des intérêts, des loyers, des plus-values. Pour les 1%, 57% des revenus proviennent du capital, contre seulement 4,6% en moyenne pour l'ensemble des ménages. En d'autres termes, leur richesse financière accumulée génère elle-même des revenus passifs énormes. Et ces revenus vont être réinvestis en boucle, créant un cercle vertueux. Dans le patrimoine des très riches, on retrouve 36% d'immobilier. L'investissement préféré des Français reste important, mais ce n'est plus la majorité. On retrouve aussi 27% d'actifs financiers, comme des actions, des obligations, des parts de fonds d'investissement, du private equity, des hedge funds. Les 1% se font souvent accompagner par des banques privées ou des gestionnaires privés afin de gérer la complexité de leur patrimoine. Et enfin, 34% d'actifs professionnels. Et oui, plus de la moitié des ménages du top 1% possèdent au moins une entreprise qu'ils dirigent. Rien que pour cette composante professionnelle, la valeur moyenne atteint 2,5 millions d'euros. Et enfin, de façon un peu plus anecdotique, on retrouve 3% d'actifs type œuvres d'art, bijoux, montres ou encore voitures. Le patrimoine des très riches s'apparente à celui d'une petite entreprise. À sa tête, on retrouve un spécialiste qui le gère activement pour en maximiser la performance. Il va aussi assurer la transmission aux générations suivantes. Pour passer du top 1% au top 0,1%, il n'y a malheureusement pas de recette miracle. Ce que l'on observe chez Finary One, notre gestion privée, c'est que ce palier nécessite des circonstances exceptionnelles et surtout des prises de risques très importantes. Ici, il faudra forcément passer par la case de la création ou de la cession d'une entreprise à très forte valeur ajoutée. Vous l'aurez compris, les top 1% sont déjà riches, leur priorité, c'est de le rester. Ainsi, les investissements vont être diversifiés. L'objectif va être de générer un certain rendement qui permet de couvrir le train de vie et de développer le capital, souvent en battant l'inflation. Pour cela, ils vont appliquer les mêmes principes que tous les autres investisseurs. Ils vont définir des objectifs, investir en conséquence, souvent de façon diversifiée, à la fois en bourse, en obligations et en non-cotés, et passer par des enveloppes qui permettent de limiter la fiscalité, comme l'assurance vie luxembourgeoise. On va souvent aussi retrouver une holding familiale afin de structurer tout ça, de l'immobilier, que ce soit des biens de jouissance ou des biens locatifs, et surtout beaucoup de crédits afin de maximiser l'effet de levier. C'est pour accompagner ce type de profil que j'ai créé Finary One, la gestion privée Made in Finary. Notre mission, c'est de vous aider à sécuriser vos acquis et à saisir les meilleures opportunités. Notre équipe de banquiers privés et d'ex-family officers va utiliser toute la technologie Finary afin de vous construire des plans sur mesure. Si ça vous intéresse, rendez-vous dans la description pour avoir plus d'informations. Les ultra riches, soit le top 0,01%, forment une catégorie à part. Ces hyper privilégiés contrôlent une part importante du patrimoine national. En 2023, les 500 plus grandes fortunes professionnelles françaises détenaient en cumulé 1170 milliards d'euros, soit presque 10 fois plus qu'en 2003. Leur influence économique est considérable car leurs décisions peuvent impacter des centaines de milliers d'emplois. En France, ultra riche rime avec technologie, finance, luxe, industrie et encore une fois héritage. En 2023, la famille Arnault disposait d'environ 203 milliards d'euros, soit quasiment la valeur de tous les logements de Marseille et de Nantes réunis. Concrètement, les ultra-riches du 21e siècle affichent souvent des revenus modestes au regard de l'ampleur de leur patrimoine. En France, les 37 800 foyers les plus aisés supportent un taux d'imposition moyen de 46%, tandis que pour les 75 foyers fiscaux les plus riches, ces taux tombent à seulement 26%. Comment ? Eh bien en privilégiant les revenus du capital plutôt que les revenus du travail, car ces derniers sont bien plus taxés. Ils vont aussi structurer leur patrimoine via des holdings ou en passant par l'assurance vie afin d'optimiser la fiscalité. La différence entre 1 million et 1 milliard d'euros est incompréhensible pour le cerveau humain. 1 million de secondes représente 13 jours. 1 milliard de secondes, c'est 31 ans. 1 milliard d'euros placés ne serait-ce qu'à 3% par an produisent 30 millions d'euros de revenus tous les ans. Autrement dit, vous gagnez 2,5 millions d'euros d'intérêts tous les mois. Rien qu'avec leur patrimoine, les ultra-riches génèrent donc des revenus qui leur permettraient déjà de figurer dans le top 1% sans travailler. Ils vont souvent contracter des crédits lombards pour financer leur vie sans aucun frottement fiscal. Ces principes simples leur confèrent un style de vie d'un luxe inimaginable pour le commun des mortels. Comme pour les 1%, le patrimoine a été structuré, mais la complexité est bien plus importante. Souvent, on va retrouver un single family office, une structure dédiée qui va gérer l'argent de la famille. Participation dans des dizaines d'entreprises,
immobilier partout sur le globe, œuvres d'art et objets de collection, un portefeuille boursier très important. De plus, une part significative de la fortune des ultra-riches n'apparaît pas toujours dans les statistiques officielles. Selon l'INSEE, environ 18% des revenus du patrimoine des plus riches ne sont pas observés du fait des montages complexes ou des placements offshore. À ce niveau de richesse, les opportunités continuent d'affluer, mais ce sont deux menaces qui préoccupent le plus les ultra-riches: la conjoncture économique et la transmission. Une grande fortune peut être érodée ou perdue très rapidement en cas de crise majeure, comme un krach boursier ou une guerre. Les ultra-riches doivent donc se protéger contre ces événements dits Black Swan. Cela passe par la diversification extrême, qu'elle soit sectorielle ou géographique, l'investissement dans des valeurs refuges et une réserve de liquidité importante pour pouvoir agir vite lors des retournements de marché. On ne compte plus les grandes familles qui ont fini par tout perdre à cause de mésententes ou de mauvaise gestion des héritiers. Un ultra-riche avisé anticipera la transmission de son vivant et les impliquer tôt dans la gestion du patrimoine familial. Il va aussi établir une structure de gouvernance qui va empêcher les divisions entre les héritiers. Et enfin, il va communiquer une vision sur plusieurs générations. Dans le même temps, il faut innover. Être riche hier ne garantit pas de le rester encore demain. Il convient donc de s'assurer que les nouvelles générations soient aussi des entrepreneurs. C'est ainsi qu'elles réussiront à maintenir leur niveau de richesse, mais en plus à garder un niveau d'influence pertinent dans le monde d'aujourd'hui et de demain.